Et juste cette information d'être capable de croiser le revenu par client et le coût par client, c'était impossible. Donc on ne savait pas qui était le client parasite et qui était le client royal. Ils sont arrivés à un moment où ils sont plus forcément dans une logique d'innovation, ils sont plutôt dans une logique d'intégration avec des suites existantes. Le but, c'est que quand je suis chez Google Cloud, c'est super facile de déployer Looker. Quand je suis chez Salesforce, c'est super facile d'avoir Tableau. Et c'est là-dessus, c'est ça la feuille de route des product managers. C'est plus de trouve-moi comment prendre la nouvelle vague. Si jamais les gens dès le début ont utilisé une semantic layer et en fait ont pris l'onglet MR dans le catalogue, t'as plus qu'à changer la définition sous-jacente. Tous les dashboards, tout le monde est fait, sont mis à jour directement. Ah oui, ouais, donc en termes de maintenance, c'est énorme. Bah ouais. Aujourd'hui, je reçois Pierre qui est CTO chez Wally, la startup qui édite un nouvel outil de business intelligence. Ils ont été accélérés au sein du prestigieux accélérateur de startup américain Y Combinator et ont déjà convaincu plusieurs dizaines de clients, dont Ignition Programme, Alma ou Zephyr. Hello Pierre, ça va ? Salut, bah écoute, impeccable, je suis ravi d'être ici aujourd'hui. Eh ben écoute, je suis ravi de te recevoir sur le podcast. Tu peux te présenter et nous raconter la genèse de Wally pour commencer, s'il te plaît. Moi, à l'origine, donc, je suis de profil ingénieur. Après mes études, je savais pas trop quoi faire. Du coup, je suis allé dans le conseil où en fait, les gens te proposent différentes missions. Je suis allé travailler chez Schneider Electric, donc c'est une grosse boîte du CAC 40 sur un déploiement planétaire de Salesforce. On a déployé 1 million de personnes. J'en ai retiré 2 choses. Bon, moi, déjà, c'est une belle compréhension du déploiement, des grosses boîtes, etc. Et surtout, c'est là où j'ai rencontré Emilien, qui est un de mes cofondateurs. Après 2 ans, j'avais envie de plutôt travailler dans l'écosystème startup. Et du coup, j'ai rejoint une startup existante. Alors, c'est une CDP qui s'appelle MediaRhythmics. C'est, je pense, une ou peut-être la plus grosse data plateforme de France qui bosse avec Auchan, qui bosse avec Orange, enfin, genre, voilà, qui traite énormément de données. C'est là où j'ai rencontré Florian. Et du coup, là-bas, j'ai fait du produit, j'ai fait de l'accompagnement client. Et au bout de 4 ans, en fait, on avait pas mal de frustration parce qu'on avait plus de questions que de réponses. Alors, on n'avait notamment pas de stack data, mais ça, à l'époque, on ne savait pas vraiment. On avait plutôt on va dire, le membre fantôme, où genre, tu sens qu'il te manque quelque chose qui pourrait te stabiliser, mais tu l'as pas vraiment. Et du coup, lorsqu'on est parti pour lancer notre propre projet, en fait, on s'est dit directement, en fait, faut qu'on fasse un outil qui permette à des entreprises facilement d'avoir beaucoup plus de réponses et beaucoup moins de questions ouvertes. Toi, tu étais au sein de l'équipe data en interne. Ah non, moi, j'étais product manager et genre, en fait, j'avais des questions qui me faisaient mal. Du genre, je me disais, je voyais d'un côté, on faisait énormément de calculs pour des clients et il y avait certains clients qui demandaient toujours plus de calculs. Et à côté de ça, je savais même pas si c'était les clients qui nous rapportaient le plus d'argent. Donc parfois, je savais pas s'il y avait des clients qui en demandaient peu et au final, avec qui juste on aurait pu dire, en fait, il faut plus de clients comme cela parce qu'en fait, c'est simple de les servir. On n'a pas besoin d'avoir des terres à des terres et en même temps, ils payent très bien au terra. Et juste cette information d'être capable de croiser le revenu par client et le coût par client, c'était impossible. Donc on ne savait pas qui était le client parasite et qui était le client royal. Vous estimez que vous n'étiez pas bien équipé finalement en termes de business intelligence. Sur de l'interne, ouais. Sur de l'interne, Exactement. d'accord. Et donc si tu reprends un peu là où tu en étais, comment ça s'est passé justement le moment où vous passez le pas de vous dire Ouais. on se lance. Il y a eu le Covid, ça nous a tous balayés. Je pense qu'on est tous restés chez nous, on a fait de l'introspection. Bah, nous, on s'est dit, bon, en fait, ça fait 4 ans qu'on se dit qu'on veut lancer l'aventure, on l'a jamais lancé. Là, c'est le bon moment, on était chez nous. Il y avait plein de gens qui nous répondaient, parce qu'il y avait des gens, parfois, eux-mêmes, ils avaient plus de temps dans leur journée. Et donc là, on a commencé à prendre notre téléphone, on a appelé tout le monde qui avait un problème sur la data. Alors, tu pars voilà, aux data engineers jusqu'aux gens qui sont dans les parties métiers, et tout le monde a commencé à nous dire, ouais, non, franchement, il y a énormément de choses à faire sur la data, on sent que on n'est pas toujours bien servi, ou on fait pas toujours les bonnes choses, et c'est comme ça qu'en fait, de fil en aiguille, on a commencé à se dire, ok, il faut qu'on aide les gens sur le volet data parce qu'il y a énormément de problèmes. On va mettre les 2 pieds dans le plat. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que propose Wally justement par rapport à tous ces insights que vous avez récupérés? Wally, c'est une solution de business intelligence self-service qui est aimée par les équipes métiers et auxquelles les équipes data font confiance. En fait, on est parti du postulat qu'aujourd'hui, les solutions de BI existantes, elles sont un petit peu figées dans la façon dont tu vas avoir de faire tes itérations. Au début, tu as des questions, tu as de la data. Et en fait, il va y avoir plein d'itérations jusqu'à ce que tu aies un moment où en fait, les gens aient leur réponse de la bonne façon, au bon moment, avec la bonne qualité. Au tout début, tu vas aller très très vite. Donc en fait, tu vas plutôt vouloir des solutions de BI qui vont te permettre de faire des choses pas forcément super pérennes, et peut-être que tu vas même vouloir que tout le monde participe. Hein, même tu as le CSM ou le Product Manager, il sait pas écrire du beau SQL, c'est pas grave. Tu vois, il faut qu'il ait une interface pour qu'il puisse cliquer et te montrer ce qu'il peut faire. Et ensuite, tu as une deuxième phase, une fois que tu as réussi au final à faire ton prototypage, à montrer le premier dashboard, ensuite les gens ils disent ok, mais maintenant le dashboard je veux qu'il soit toujours vrai, qu'il soit toujours là, qu'il aille de plus en plus vite, etc. etc. Donc je veux le montrer à nos propres clients. Et du coup, tu es plus sur une phase d'industrialisation.
Et en fait, tu as certaines BI, genre Looker, tu vois, ils considèrent que doit être industriel depuis le premier jour. Tu dois écrire des lignes de code, tu dois appeler des gens qui ont des capacités data de fou furieux. Et parfois, juste pour calculer un coût d'acquisition client pour la toute première fois dans une boîte, tu vois, c'est genre une enclume pour écraser une mouche. Et de l'autre côté, parfois, tu as 2 solutions de BI, c'est un petit data studio dans un coin et genre qui pète tous les 3 minutes avec des intégrations directes sur Google Analytics. Il y a absolument rien qui est analysé. Quand le mec qui l'a branché part de la boîte, bah, en fait, il y a les connexions qui se coupent et tout le monde hurle parce que le dashboard s'est coupé, parce que le stagiaire avait fini son stage, quoi. Et en gros, les 2 histoires sont bonnes. Enfin, c'est normal de passer de un stade qui est: «Je veux aller très rapide» et à un stade, en fait, «Je veux aller très loin et je veux robustifier les choses» et il y a pas vraiment de solution de BI qui te permet de faire les 2 en un, quoi. Et en fait, du coup, bah, nous, on fait une solution qui te permet d'avoir tes différents workflows et tes boucles itératives qui s'adaptent au fur et à mesure. Donc, tu commences par des modèles qui ressemblent à de l'Excel et tu finis avec de l'import DBT, quoi. Donc justement, peut-être pour aller un petit peu plus loin dans la compréhension du produit et pour être sûr que l'audience et moi-même arrivions bien à cerner, tu vois, la valeur que vous apportez, est-ce que tu peux peut-être nous expliquer un cas concret que vous avez eu avec un client qui illustre bien la valeur tu vois, que Ouais. Wally apporte dans une boîte? Bah, du coup, je peux parler de Fabric. Alors Fabric, il y a la personne qui est en charge des opérations. C'est le deuxième employé de la boîte, mais qui connaît tout, il a tout vu. Il commence à se dire: «OK, là, il y a une problématique, sur la partie data, on s'est jamais vraiment construit, faut qu'on arrive à la faire, qu'on la déploie» et cetera. Il prend Wally. Bon, déjà, la première chose, Wally, ça s'installe toujours sur ton data warehouse. Bon, en l'occurrence, il prend Snowflake, mais tu peux prendre n'importe lequel. Et ensuite, en gros, tu as une première phase projet où, bah, il choisit quelques use cases, qui sont vraiment cœur et sur lesquels il se dit: «OK, si j'arrive à répondre à ça, en fait, déjà, je vais construire de la confiance». Donc tu prends le MRR, parce que ça, c'est super important de le montrer. Et généralement, ça échappe un peu aux organisations, notamment, c'est un SaaS, donc du coup, c'est assez compliqué. Alors peut-être Et juste, je te ouais, coupe une minute, le MRR, c'est le ah ouais, Monthly Recurring ouais, Revenue. exactement. Pour ceux qui l'auraient pas, c'est effectivement la métrique. C'est l'équivalent du chiffre d'affaires pour une boîte plus traditionnelle. Lorsqu'on est un SaaS, donc une boîte de logiciels, c'est un peu la métrique clé qu'on va suivre au Voilà. quotidien, quoi. Ta valorisation est directement dépendante de ton MRR quand tu es un SaaS. Ça doit être vraiment c'est ton étoile du berger, quoi. C'est ton indicateur phare. Sauf que c'est un indicateur pas si simple que ça à bien calculer parce que tu as à la fois de l'abonnement, parfois tu as des choses que tu factures, pour une seule fois et cetera. Donc d'un côté, il part sur ça, il part aussi sur, bah, il faut aussi que je donne des choses qui opérationnellement permettent aux gens de prendre des bonnes décisions. Donc genre, il fait un premier dashboard où il montre client par client, quel est l'engagement, est-ce que les clients, ils adoptent bien leur solution ou pas? Et donc du coup, qu'est-ce qu'il fait? Au début, il commence par dire: «Ah tiens, je prends mes données», donc il a des choses qui lui viennent de Airbyte, il a aussi des choses qui viennent de connecteurs, Wavy, parce qu'on offre quelques connecteurs. C'est pas notre cœur de métier, c'est pas notre expertise, mais parfois, au tout début, ça permet d'accélérer les choses avant d'avoir appelé Fivestra, débloquer un budget et cetera. Ensuite, il va modéliser, très rapidement ses premiers modèles au sein même de Wavy. Soit il le fait en mode SQL, soit sinon il a aussi des outils qui sont, dits no code, donc c'est-à-dire ça ressemble à des spreadsheets. Si jamais tu parles à quelqu'un qui a déjà su modéliser sa donnée dans une feuille Excel, en fait, il va arriver à faire quelque chose. Et ensuite, il construit sa semantic layer. La semantic layer, c'est très important parce que ça va être le point fixe de toutes les itérations futures. C'est en gros, bah, c'est une suite de dimensions et de métriques sur lequel il va pouvoir inviter des gens pour que les gens, soit consultent des dashboards déjà faits, soit font leur propre dashboard. Avec la semantic layer, il va se rendre compte de les personnes dans son organisation, à quel point est-ce qu'elles sont capables de faire de la data elles-mêmes. Est-ce qu'elles ont vraiment besoin juste d'un screenshot qui apparaît dans Slack? Ou est-ce qu'elles ont besoin, d'un dashboard de builder sur lequel elles peuvent créer leur propre dashboard? Ça dépend vraiment des gens que tu as dans ton entreprise et tu as une vraie phase de découverte pour comprendre population par population, où est-ce qu'il faut s'arrêter dans le niveau de self-service. Et ensuite, tu as la deuxième phase du projet, où il va se dire: «Bon, bah, super, maintenant j'ai découvert, ce qu'il faut, à qui et j'ai pu donner les bons accès aux différentes personnes. Maintenant, il faut que je le robustifie». Et du coup, c'est là où, en fait, il va aller dans DBT, aller migrer tous les modèles qu'il a fait dans Wavy. Donc les modèles no code, il les convertit en modèles SQL et les modèles SQL de Wavy, il va les mettre dans DBT pour pouvoir avoir un processus, plus industriel, de revue, s'assurer qu'il va rien casser. Parce que maintenant que les gens se sont habitués à la data et commencent à lui faire confiance, il va absolument pas casser les choses. Et du coup, il va plutôt passer dans une deuxième phase de projet qui est de l'industrialisation. Ce dont tu parles là, ça met aussi en lumière quelque chose dont je me suis rendu compte, c'est à force de parler avec des entreprises qu'effectivement, au tout début, bah, tu n'as pas forcément un leader data dans la startup. Hein, tu n'en as pas un au moment où la startup naît. Enfin, ça dépend des boîtes, mais dans des SaaS, par exemple, traditionnels, tu n'en as pas. Et effectivement, je vois de plus en plus que c'est le profil. Alors parfois, ça peut être le profil plutôt finance, mais ça va aussi être souvent le profil opération, comme Ouais. tu dis, directeur des opérations, qui va être très data-driven, parce que je pense que c'est des départements où il pilote tout, qui va vouloir avoir des tableaux de bord et donc il va prendre en main le chantier au départ. Et donc là, dans ton exemple, c'est lui
qui a pris un peu ce mandat de se dire: «OK, aujourd'hui, c'est un peu le bordel, les gens pilotent pas vraiment, les métriques comme il faudrait et donc il nous faut, voilà, des datas et des tableaux de bord pour tous les départements clés», enfin, en tout cas, voilà, pour tous les Mmh. enfin, qu'on pilote les métriques clés au quotidien. Exactement. Hem Et donc lui, il est pas forcément équipé de toute façon de faire quelque chose de trop, technique Bah, ouais. et donc vous, vous allez vous positionner sur ce créneau-là, quoi, Et c'est exactement ça, l'accompagner, hein. En fait, il a pas encore d'équipe, vraiment. Donc du coup, tu vas se dire: «Tiens, il va prendre un Airbyte qu'il va déployer sur ses propres machines». Tu dis: «Bah, il lui faut un Ops ou quelque chose ou quelqu'un qui va l'installer». S'il prend un DBT, bah, il dit: «Bah, qui va relire mes pull requests si je suis tout seul», tu vois? Donc en fait, c'est un peu overkill. De l'autre côté, s'il prend une BI, tu vois? Genre, est-ce qu'il va directement dire: «Ah tiens, je prends un Looker, ça va coûter plus de 40 000 € par an». Bon, tu vois, il y a son boss, qui tire un peu la langue pour dire: «OK, je comprends que tu as envie de mettre plus de data dans la boîte», mais là, la marche est vraiment très, très haute et du coup, il faut arriver à trouver, au final, des marches, on va dire des façons de faire au début qui sont peut-être un peu plus basses et un peu plus atteignables pour montrer la valeur et ensuite, bah, à chaque fois que les gens vont dire: «Ah bah, OK, il me faut des tests de qualité». «Ah bah, ça tombe bien, en fait, maintenant je peux brancher des BT». Ça vient avec le recrutement de quelqu'un qui sait l'utiliser aussi. Mais en fait, les gens comprennent mieux à quoi ça sert, en fait, quand tu leur as montré: «On pourrait faire ça» et ensuite, tu leur fais plutôt acheter le fait de: «Bah, maintenant, on va l'améliorer ensemble». et donc je reviens sur, un élément dont tu as parlé au début, tu citais justement Looker, Google Data Studio. C'est vrai qu'en tout cas de l'extérieur, quand on n'est pas expert, tu vois, du segment, on va dire business intelligence, on a l'impression que c'est un marché très concurrentiel. Il y a déjà beaucoup d'acteurs et des acteurs qui sont très gros, parce que Looker s'est fait racheter par Google. Mmh. Google Data Studio était déjà à Google, et cetera. Pourquoi c'est le bon moment selon toi pour lancer, Wally? Voilà, est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'ils aillent aussi, couvrir ces sujets-là? Enfin, intéressant que tu nous donnes un petit peu, bah, votre insight marché, je suppose que vous Ouais. l'avez pas mal Ouais, ouais, étudié. ouais, t'inquiète pas qu'on y a beaucoup réfléchi. Aujourd'hui, il y a un peu 2 vagues. Bon, déjà, tu as la déferlante, data. Je pense que ça, tout le monde est conscient que la data, ça fait 10 ans qu'elle vit sa meilleure vie. L'arrivée de Redshift, l'arrivée, un peu plus tardive, mais de dbt. À côté de ça, tu as aussi beaucoup de monde de gens, issus du monde du software engineering qui débarquent sur des sujets de data. Historiquement, c'était plutôt un sujet de statisticien. Là, ça commence à devenir un sujet d'ingénierie. Ça commence à devenir de plus en plus important d'être différenciant au travers de sa gestion de la data, à la fois de sa data interne et aussi de la data qu'on montre à ses clients, parce que les gens demandent de plus en plus et c'est une bonne façon d'augmenter son revenu que de vendre des super suites de reporting à ses clients. Et à côté de ça, en fait, bah, tu as un marché où, en fait, tu as pas eu de vrai API qui s'est monté au cours des 10 dernières années. Looker, en fait, c'est 10 ans, c'est 2013. Tableau a plus de 20 ans. Les 2 ont été rachetés récemment par des gros groupes, donc Salesforce, Google. En fait, on sait que quand des solutions comme ça sont rachetées par des groupes, Google a pas vraiment envie, en fait, de vendre, Looker. Google a envie de vendre Google Cloud et utilise Looker comme étant une des nouvelles raisons de vendre du Google Cloud. De la même que Salesforce a envie de vendre Salesforce. Récemment, je me suis rappelé par quelqu'un de chez Tableau parce que j'avais fait un free trial qui veut me vendre un CRM. Tu vois? J'arrête pas de lui dire: «Je veux acheter Tableau» et ils disent: «Bah, ouais et votre projet Salesforce, où est-ce qu'il en est?» Bah et en fait, ils sont arrivés à un moment où ils sont plus forcément dans une logique, d'innovation. Ils sont plutôt dans une logique d'intégration avec des suites existantes. Le but, c'est que quand je suis chez Google Cloud, c'est super facile de déployer Looker. Quand je suis chez Salesforce, c'est super facile d'avoir Tableau. C'est ça la feuille de route des product managers. C'est plus de: «Trouve-moi comment prendre la nouvelle vague», tu vois? Ils ont pris leur vague. Ils ont eu un succès phénoménal et c'est tous les gens qui les utilisent aujourd'hui comprennent pourquoi est-ce qu'ils les utilisent, mais ils sont plus aujourd'hui positionnés pour prendre la nouvelle vague qui est en train d'arriver et donc qui a fait le stockage, qui a fait la modélisation avec DBT et en fait la prochaine catégorie qui va être reformatée dans l'ère 2020, c'est la partie BI. Grâce notamment à une meilleure intégration avec aussi, bah, toute la moderne data stack en fait Exactement. et notamment DBT, quoi. Mmh. OK. Quelle est la plus grosse difficulté que vous avez rencontrée, avec Wally? Je sais pas, que ce soit un sujet, plutôt, technique ou plutôt, en termes d'aventure entrepreneuriale? Je pense que en fait, les sujets data et notamment sur de la partie, business intelligence, ce qui est assez compliqué, c'est que c'est des sujets au final, extrêmement stratégiques pour les entreprises et du coup, les entreprises ont pas envie au final de se rater et donc elles ont envie de réfléchir longtemps à leur stratégie, de trouver les bons processus, les bonnes personnes à venir recruter, les bons outils. Et on est dans des cycles de vente au final qui sont quand même très longs. On a certains clients qui genre deviennent clients aujourd'hui, à qui on parle depuis 2 ans et en fait, c'est pas tant que Willy versus quelque chose, c'est juste ils ont pas eu encore, l'épiphanie, tu vois? Pas plus tôt. Ça leur a mis 2 ans pour, réfléchir et se rendre compte qu'en fait, c'était vraiment ça ce qui leur manquait. Et quand tu es une startup, bah, en fait, toi, tu as besoin d'avoir des feedbacks extrêmement rapidement. Tu as besoin d'avoir de l'acquisition extrêmement vite et au final, ça peut être compliqué lorsque tu as des cycles de vente qui sont tout de suite, très, très longs. Ce qui arrive à la plupart des startups qui visent on va dire plutôt des enterprises et des gros marchés,
C'est que tu as vraiment à l'allumage un côté où tu as une phase de vide et puis d'un coup, ça s'accélère. Mais voilà, donc je pense que on a vraiment ça. Et ensuite, on a une deuxième partie, c'est que tu l'as dit, on est face à des mastodontes du marché qui existent depuis des dizaines d'années. Donc en fait, tu as une couverture fonctionnelle avant d'arriver à vraiment pouvoir être comparé à ces entreprises-là qui est extrêmement longue. Il faut avoir les reins très solides et être très résilient pour s'y amener. C'est juste que c'est une question de temps. Et en fait, c'est juste qu'il faut que j'ai cette couverture fonctionnelle-là. Et là, je commence à rentrer dans la nouvelle catégorie. Et au final, c'est d'un coup, tu finis par émerger. Tu n'es plus comparé à du Metabase ou à du Google Data Studio, tu vois, où en fait les gens disent, bah non, c'est des solutions qui sont bien, mais au final pour des petits cas. Mais quand tu veux vraiment déployer une BI et s'adapter à tous les cas, en fait, il y a plus qu'il faut parce que ils ont pas la bonne couverture fonctionnelle. Donc je dirais que c'est les 2 principaux facteurs. Et en même temps, c'est pas évident parce que, enfin, tu vois, je me mets à la place d'un directeur des opérations ou d'un profil dans une boîte avec qui vous êtes en relation. Et je trouve que c'est pas facile à cerner. Et aujourd'hui, c'est vrai que si je montais un département data, tu vois, je serais tenté de regarder ce que font tous les copains qui sont chez Looker, chez Metabase ou sur un outil, comme tu dis, qui avait pris la vague précédente et qui a son apogée aujourd'hui. Et je serais rassuré parce que tu as aussi tout un angle après de trouver des gens qui connaissent déjà cet outil, d'avoir la communauté, d'être capable de trouver des réponses à tes questions. Et du coup, j'aimerais peut-être qu'on réinsiste 2 secondes là-dessus parce que je me dis qu'on est peut-être passé un peu vite. Genre, est-ce que peut-être tu peux nous réillustrer 1 ou 2 cas de fonctionnalités que vous proposez chez Welly, de choses que tu peux faire en relation avec justement une vision un petit peu ultérieure d'un passage à DBT ou une vision justement ultérieure d'un passage à un nouvel outil moderne ou de quelque chose que tu vas vouloir faire comme, je sais pas moi, au début, tu vas avoir tes modèles dans ton outil de BI, puis après, tu veux tout rapatrier dans ton outil d'entrepôt, ce qu'on voit dans beaucoup de boîtes parce que tu as envie de te rendre moins dépendant de l'outil de BI. Enfin, voilà, est-ce qu'il y a 2-3 cas comme ça qui peuvent être en avant où tu sais d'expérience que c'est une plaie quand tu le fais avec des outils qui n'ont pas pensé ces cas de figure-là et vous y avez pensé et du coup, il y a un chemin assez évident? Nous, en fait, on est au tout début, on t'offre une semantic layer et je pense qu'on offre la semantic layer la plus rapide à mettre en place. Tu peux la mettre en place uniquement en mode no code, tu vois? Tu en as pas d'autres existantes, tu vois? Tu veux celle de DBT, c'est du code, tu veux celle de Looker, c'est du code Et la semantic layer, je me permets au cas où des gens ne la connaissent pas et moi j'ai une manière de me la visualiser Ouais. dans la tête où ce que je me dis c'est que c'est l'espace de l'outil de business intelligence notamment où tu vas avoir créé par exemple n'importe quoi tes 10 métriques clés Exactement. et qui seront définies donc avec la manière de les calculer et que ça te permet en même temps de figer la manière dont ces 10 métriques sont calculées et en même temps ça opère presque un peu comme une prémisse de catalogue et n'importe qui dans l'entreprise qui a envie, donc notamment un analyste qui a envie de recréer un dash de son côté en utilisant une métrique, sera obligé de venir reprendre la même métrique avec le même calcul et t'évite tout de suite les problématiques de silos dont on entend toujours parler qui créent après des incohérences dans les données, etc. Exactement. C'est exactement ça. Ça a aussi le bénéfice de permettre de la maintenance dans le temps. C'est-à-dire si jamais, par exemple, un jour, tu changes ta façon de calculer le MRR, tu vois? Que même, tu vois, c'est plus les mêmes tables, c'est plus les mêmes calculs et cetera. Si jamais les gens, dès le début, ont utilisé une semantic layer et en fait, ont pris l'onglet MRR dans le catalogue, tu as plus qu'à changer la définition sous-jacente. Tous les dashboards que tout le monde ait fait sont mis à jour directement. Ah oui, ouais, donc en termes de maintenance, c'est énorme. Bah ouais. Tous les gens qui sont partis sur du Metabase et qui ont laissé les gens écrire plein de SQL partout, le jour où ils changent la définition, ils s'arrachent les cheveux, ils se disent: «Je sais plus comment faire». Ouais. Là où chez nous, en fait, dès le début, ils se disent: «Ah mais en fait, je veux une semantic layer». Genre, mais depuis le début, je le veux. De l'autre côté, ils se rendent compte que toutes les autres solutions, pour en avoir une, ça coûte les yeux de la tête, mais tu vois, en effort interne. Là où nous, on leur dit: «Moi, je te la donne dès le début et ensuite, je vais te donner tous les outils pour qu'à terme, elles deviennent comme la semantic layer de DBT, de Looker, dans le sens où tu vas pouvoir mettre du code, de l'engineering et tout ce que tu mets derrière». Sauf qu'au début, tu vois, pour montrer à ton organisation que ça valait le coup d'avoir une semantic layer, je vais te permettre de l'avoir pas cher. Ouais, donc en fait, la grosse différenciation, si on veut vraiment la vulgariser, c'est d'avoir prévu un outil qui permet de faire la première marche avec le bon prix, la bonne complexité, mais tout en étant capable de créer la machine de guerre sur les étapes suivantes. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de head of data que j'ai interviewé où tu entends souvent en fait, voilà, on a poussé le plus longtemps possible avec des spreadsheets, enfin vraiment en mode bricolage. Et puis après, boum, on a mis Looker, mais c'est tout de suite en mode, voilà, c'était un projet parce que Looker, tu as un code propriétaire. Et même pour former toutes les équipes à dire: «Ah, en fait, à partir de maintenant, vous avez ce catalogue, c'est comme ça que vous l'utilisez». Avec Welly, au jour 1 et au jour 100, en fait, les opérationnels, les gens qui font les dashboards, c'est la même interface. Par contre, derrière, vraiment, tu as changé toutes les entrailles de la machine, tu vois? Quelles sont les prochaines étapes pour Welly? Globalement, nous, c'est 2 choses. Bon, déjà, on va continuer de venir, grandir avec nos clients. En venant dans le métro, j'ai vite fait,
Je suis allé sur internet, j'ai vu, pour info, il y a 250 millions d'euros qui ont été levés par nos clients en 2022. Donc en gros, nos clients actuels, c'est des gens, ils viennent juste de faire leur série A. Ils ont des ambitions et des objectifs qui sont démesurés et genre c'est super cool de bosser avec eux. Ils sont extrêmement dynamiques et l'idée, c'est de les accompagner sur la partie data. C'est eux qui nous tirent vraiment au jour le jour et du coup, l'idée, c'est de grandir avec eux. Aujourd'hui, c'est notre chance que d'avoir des clients qui grandissent aussi vite. Dans des expériences précédentes, je parlais boîte du CAC 40 ou autre, c'était beaucoup plus difficile parce que quand tu travailles avec des entreprises qui, au final, ont peu de besoins qui changent d'une année sur l'autre parce que, ils ont des taux de croissance à, un seul chiffre, c'est très compliqué d'imaginer le futur pour eux, quoi. Là où nous, ce qui est génial, c'est que, dès qu'on imagine une nouvelle roadmap ou quelque chose comme ça, en fait, le client te répond directement et te dit: «Ah, c'est vrai que c'est le problème du prochain trimestre, quoi». Donc on est vraiment au jour le jour. Donc ça, c'est premier sujet. Second sujet, c'est nous, c'est la série A, c'est dans 1 an. C'est en gros, c'est avoir les unités économiques qui nous permettent de lever. Donc aujourd'hui, on a levé, une première fois avec, Y Combinator et du coup, ça sera la prochaine levée de fonds de Wally. Et du coup, comment ça se passe s'il y a des équipes data qui veulent essayer Welly, là, qui nous écoutent? Est-ce que c'est possible? Enfin, comment ça se passe? Écoute, nous, alors c'est quelque chose qu'on a appris chez Y Combinator. Ce qu'on fait, on travaille vraiment avec des gens qui ont des projets sérieux. On pense qu'en fait, si tu veux vraiment essayer une solution de business intelligence, pas juste avec un fichier CSV qui traîne sur ton ordinateur, enfin, ça, tu vas plutôt tester, la capacité à visualiser des choses, mais pas la capacité à déployer des choses pour de vrai. Du coup, en termes de sujets sérieux, donc soit vous avez un projet d'entreprise, vous avez même, par exemple, parfois, on travaille juste avec une seule division dans une boîte, hein. Donc là, c'est très simple, vous allez sur wiley.io et vous nous envoyez un message et on vous rappelle et on voit. Donc nous, on fait, des POC qui durent 1 mois, qui sont gratuits. Voilà, on fait ensemble, on voit tout ce qu'on peut faire, on déploie tout ce qu'on peut déployer, ensuite on fait le bilan. Si jamais vous n'avez pas de projet d'entreprise, on va pouvoir, fournir des licences gratuites de Welly dans 2 cas. C'est soit sur des projets éducatifs, donc si vous faites un bootcamp, par exemple, DataBurn, vous avez des projets finaux, on a déjà accompagné des promotions, ou si vous avez un projet, associatif. Donc par exemple, si vous gérez une communauté Slack, donc nous, par exemple, on travaille avec Modern Data Network, on travaille avec Business Operation. Si vous avez, voilà, comme ça, une association, alors on n'a pas encore travaillé avec Data for Good, mais par exemple, ça serait un exemple, typique. On peut vous offrir des licences dans ce cadre-là parce qu'on sait, il y a de la vraie data et il y a des vraies choses à faire derrière. Écoute, Pierre, on arrive sur les dernières questions. Est-ce que tu aurais une recommandation de contenu à partager à nos auditeurs? Il y a le blog, de Ben Stonesill, c'est un des fondateurs de Mode, qui est super. Je pense, il est mi-data analyst, mi-écrivain, c'est très bien écrit, c'est très bien romancé, ça parle souvent de data, mais c'est très sympa à lire. En plus, c'est le vendredi, donc c'est cool, c'est parfait pour le week-end. En termes d'actualité, je pense que la personne qu'on parle le mieux, qui décrypte mieux le marché, c'est Tristan Handy de DBT, donc il a le DBT Roundup. Alors les meilleurs, c'est quand c'est lui qui les écrit. Bon, ensuite, il y a aussi ceux des équipes et vraiment les siens, il faut jamais les rater. Et sinon, ça, c'est une lecture que je viens juste de faire et je conseille à tout le monde, je l'avais pas lu jusque-là, c'est Freakonomics, c'est toute la série, il y a aussi des podcasts. Voilà, je pense que pour tous les gens qui aiment bien la data, ça apporte, un autre regard sur le monde et qui est vraiment avec des visions d'économistes et c'est super intéressant. Qu'est-ce que tu aimes dans la data? C'est qu'en fait, ça permet de couvrir plein de métiers différents, plein de sujets différents. Déjà dans une boîte, en fait, on va parler à la fois, au marketing, aux sales, aux produits, à la finance. À chaque fois, en fait, il faut qu'on rentre dans les métiers des gens. Enfin, moi, c'est une des choses qui m'intéresse le plus de découvrir le monde, voilà. En plus, il y a énormément d'humains et puis même, d'un point de vue capacité de métier, en fait, quand on a une carrière data, on peut, enfin, aller chez tout le monde. Nous, on a des clients qui vendent des pompes funèbres jusqu'à des gens qui sont dans l'immobilier, des gens qui sont dans la restauration et genre, à chaque fois que tu bosses avec des gens, tu découvres toujours un truc, tu dis: «Ah, c'est comme ça, c'est ça les problématiques quand tu as une école», tu vois? Et c'est alors je trouve ça vraiment super intéressant. Qu'est-ce qui t'a fait le plus progresser? La première, c'était, arriver dans une équipe de fous furieux, je pense que c'est le mot. Chez Média Rythmique, je pense que c'est une des meilleures équipes, juste, voilà. Des gens qui sont super sachants, hein, dès que tu vas manger avec eux, tu vas apprendre quelque chose, franchement, c'est génial donc regardez, enfin, je crois qu'il y a un truc comme quoi, enfin, le fameux dicton: «Si vous êtes la personne la plus intelligente dans la pièce, vous êtes pas dans la bonne pièce». Trouvez une pièce dans laquelle vous êtes clairement la personne la moins intelligente et ça change votre vie et le second, c'est, un jour, montez votre projet, hein. Je sais pas c'est quoi votre projet, mais clairement, jetez-vous à l'eau si vous avez un truc à faire. Bon, là, pour le coup, vous êtes tout seul dans la pièce, donc ça pose d'autres questions, mais c'est super. J'adore ce dicton, je vais le garder. Si vous êtes tout seul dans la pièce, c'est que vous êtes pas dans la bonne pièce, j'avais jamais entendu. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Alors ça, c'était, 1er jour, de mon premier job dans le conseil. C'est un peu bizarre, mais c'était globalement: «Pense à toi», parce que c'est le métier de personne d'autre de penser à toi. Voilà, je pense que c'est très important, notamment dans des métiers parfois où voilà, il peut y avoir énormément de pression, il peut y avoir énormément de choses.
Faut se souvenir toujours que c'est à soi de mettre ses propres limites, et de dire: «Bah non, voilà, là, enfin, il y a un moment, genre, vous êtes plus important que le reste du monde pour vous, hein, donc genre, ne vous laissez jamais, déchirer par des gens et les gens, ils tireront tant qu'ils peuvent tirer, c'est à vous de savoir dire stop». Mais écoute, on va finir là-dessus. Merci Pierre, je passe un Eh ben, super merci. moment Bah, de même. et je te dis à bientôt. À toutes. Salut.